l'homme qui fait un cri de chien loup, etc. Sur le papier, c'est génial. Mais quand vous devez le faire, je pense qu'il y a des prises où effectivement c'est fin de carrière, mais sur plusieurs générations. C'est-à-dire que c'est toute une lignée après qui ne pourra plus jamais faire ce métier. Bonsoir. 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 Merci d'être aussi nombreuses et nombreux. J'allais commencer par verser de l'eau, mais je le ferai après. On va essayer d'utiliser au mieux cette heure et demie qu'on a devant nous. On aura un bon temps à la fin pour vous donner la parole et pour que vous aussi vous puissiez poser vos questions. On va essayer aussi, autant que possible, de ne pas balancer la fin de la saison 3, même si elle a maintenant plus d'une semaine, vu que voilà, certains d'entre vous n'ont peut-être pas fini la saison. Moi, je voulais commencer par justement parler de cette saison 3 et revenir sur peut-être le fait le plus simple et banal de cette saison, c'est qu'elle fait 6 épisodes, elle est un petit peu plus courte et qu'elle va très très vite. Elle est plus resserrée dans le temps, elle est plus dense en action, je pense, que les précédentes. On l'a attendue pendant 3 ans et demi, donc je voulais parler de temps avec vous. Pour le public, il y a cette notion du temps resserré de cette saison 3. Pour vous, il y a cette notion de temps long, de création, d'approche du personnage ou de retrouver le personnage peut-être. Donc ma première question sera là. Pour vous, elle s'est faite dans quelle temporalité cette saison? Et quel rapport entre le temps long de la création, est-ce qu'il existe aussi pour le comédien ce temps long, et le temps court de l'œuvre qui en sort? C'est une question extrêmement intéressante et à laquelle on est tout le temps confronté quand on fait une série. Hippocrate a sa singularité. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est la seule comme ça, mais elle a sa singularité. D'une part, d'être une série que je porte depuis le début, dont j'écris les scénarios. Alors, sur la saison 1 et la saison 2 avec des co-auteurs. Sur la saison 3, une co-autrice qui est venue m'aider, mais essentiellement seule, et que je réalise entièrement. Donc, de fait, ça prend du temps de faire tout ça. Et la façon de fabriquer Hippocrate est très artisanale. On n'est pas du tout dans une série qui a été industrialisée. C'est une série qu'on fabrique avec mes producteurs qui étaient déjà les producteurs du film Hippocrate. Donc on a une façon de faire la série un peu comme on fabrique des films de cinéma, donc en prenant notre temps, en étant bien certain qu'on a quelque chose d'intéressant à raconter, d'avoir l'inspiration, de se dire ça vaut le coup de faire une saison 2, ça vaut le coup de faire une saison 3. Et ça, mine de rien, c'est un temps de gestation qui peut être un petit peu long. Parce que aussi le désir, l'ambition d'Hippocrate, c'est pas à moi de dire si on y arrive, mais l'ambition, c'est d'être un petit peu, d'une part, clairvoyant, mais aussi un petit peu en avance, c'est-à-dire d'essayer de raconter quelque chose qui n'est pas encore tout à fait arrivé et de ne pas regarder dans le rétroviseur. Et pour ça, il faut quand même prendre le temps d'analyser. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais entre 2020 et aujourd'hui, on a vécu une pandémie, donc ça a quand même un petit peu rabattu les cartes. Donc il a fallu se dire, est-ce qu'on raconte le Covid ? Est-ce qu'on raconte l'après-Covid? Est-ce qu'on raconte la crise? Évidemment, moi, j'avais pas envie de raconter le Covid parce que j'ai envie de regarder devant, mais il fallait déjà qu'on en sorte du Covid pour avoir quelque chose à raconter sur l'après-Covid. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, ça prend du temps. Puis après, il y a des raisons un tout petit peu moins peut-être passionnantes pour vous, mais qui sont les raisons très concrètes de la fabrication d'une série. C'est que d'une part, moi j'ai aussi envie de faire d'autres choses, j'ai pas envie de faire que Hippocrate, donc il faut aussi me laisser le temps parfois d'aller faire un film ou d'aller écrire un autre projet. Et puis il y a des comédiens qui travaillent un peu grâce à Hippocrate, mais surtout grâce à leur talent, qui travaillent de plus en plus et qui sont de plus en plus sollicités, que ce soit Karim qui est là, mais aussi Alice Belaïdi, Louise Bourgoin, Bouli Lanners et plein d'autres, Zachary Chasseriot, qui sont donc amenés à avoir d'autres projets. Et je trouve que c'est légitime aussi qu'ils aient le temps de faire d'autres choses pour revenir ressourcer pour faire Hippocrate. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, qui s'accumulent, ça prend un petit peu de temps. Et pour revenir sur la temporalité resserrée, 6 épisodes sur la saison 3, ça c'est pour des raisons aussi d'épuisement. C'est-à-dire que écrire 8 épisodes, réaliser 8 épisodes, tourner 8 épisodes, qu'on prend du temps à les tourner, ce sont des tournages relativement longs pour des tournages de séries. Vous savez, souvent on dit le cinéma, on a beaucoup de temps, et puis les séries, on tourne beaucoup plus vite.
Bah, en fait, nous, on tourne la série Hippocrate un peu comme, à peu près au même rythme que je tourne mes films de cinéma. Il n'y a pas beaucoup de différence. Elle a pris combien de temps cette saison 3 à être tournée? C'est 90 jours de tournage. Vraiment 90 jours de tournage pour les 6 épisodes. Et avant, on était à 120 jours pour les 8 épisodes. Donc c'est très long, 120 jours de tournage, quand on tourne 5 jours par semaine. Donc ça fait vraiment des périodes très longues sur un plateau. Et c'est vrai que c'est épuisant. Donc il y a eu cette envie de réduire aussi pour gérer la fatigue de chacun, et notamment la mienne en particulier. Parce que 8 épisodes, c'était un peu trop. Et donc pour toutes ces raisons-là, et donc ça crée, je pense, ça participe à donner ce sentiment resserré. Et après cette dynamique, et après je laisserai la parole à Karim, cette dynamique un peu d'action, sentiment que ça va peut-être plus vite. D'une part, je ne sais pas si elle est 100% vraie, si c'est pas l'ordre purement du ressenti, mais je crois qu'elle vient quand même d'une volonté chez moi. Je me rends compte que peut-être qu'en vieillissant, paradoxalement, j'ai besoin que ça aille plus vite. Dans mon travail en général, j'ai besoin qu'il y ait plus d'action, en tout cas que les choses s'enchaînent plus rapidement. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui vient de moi. Et c'est un goût que j'ai à l'écriture, qui se renforce au tournage et qui se renforce définitivement au montage. Ce besoin d'accélérer un petit peu le rythme de la narration. Et pour épouser un peu la parole de Thomas, il y a quelque chose moi, que je trouve de très beau dans cette série, c'est moi, je retrouve vraiment l'investissement du long métrage quand je suis sur la série. Effectivement, souvent, les séries, ça va vite. Parfois, on peut en parler en termes de produits. Et là, pour le coup, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'œuvre de Thomas. Et que sur le plateau, il y a un tel investissement, on prend le temps des séquences. Il y a quelque chose de très fort, de très intense pendant qu'on tourne, même si c'est 60 ou 90 jours. Il y a quelque chose d'hyper intense quand on est comédien à fabriquer cette série. Et du coup, je crois qu'on en ressort tous un peu chargés, parfois émoussés aussi, parce qu'il y a beaucoup d'exigences sur le plateau et parce que c'est vraiment, je crois, conçu comme une œuvre et que c'est très beau ce qu'il dit quand il parle de son besoin viscéral d'écriture. Il y a quelque chose de l'ordre de la viscéralité dans son écriture, d'un vrai désir et non pas d'une commande. Il est à la manœuvre tout le temps. Moi, j'ai une anecdote un jour, c'est d'arriver, pour la première fois de ma vie, je suis arrivé en retard sur un plateau de quelques minutes, pour être poli. Je sortais de Cannes la veille et je le retrouve. Et c'était une image vraiment qui m'avait marqué, à quatre pattes, en train de taper à même le sol, de donner des indications aux acteurs et d'être ultra, tout le temps, ultra habité. Et il est ultra habité par son écriture, par son sujet. Et il nous transmet cette passion à tous les comédiens. Et on a l'impression ensemble de fabriquer quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, une série qui regarde aussi son temps. Et en parlant de temps, qu'est-ce qu'on en fait de ce temps d'attente ? Alors évidemment, vous avez tourné beaucoup de films, mais est-ce qu'il y a une impatience qui se crée, un désir est-ce qu'on pense à son personnage pendant tout ce temps-là ? Et comment on le retrouve quand enfin les premiers textes arrivent ? Alors il y a un désir, parce qu'il y a une relation particulière. Effectivement, on a la chance quand on est dans une série de pouvoir distiller sur le temps des choses que le cinéma ne peut pas vous offrir en 1h30 ou 2 heures. Et là, vous avez X heures pour proposer des choses. Ça crée des relations assez singulières aussi, je trouve, avec les autres acteurs. Il y a des relations assez savoureuses. Et disons que pour moi, quand je parle d'Arben, à la fois je suis heureux quand il me dit que bah, ça y est, on va parler à un moment d'une prochaine saison. C'est parce que je me dis, il est dans son exigence de dire voilà, j'ai quelque chose à raconter. Et déjà, pour moi, ça c'est très important. Il n'y a pas d'obligation de faire une saison 2, 3, 4, je ne sais pas, ou une. Il n'y a jamais eu d'obligation et ça n'a jamais été le sens de ce dialogue. Donc du coup, moi, ce que je trouvais ça, enfin, ce qui me plaît beaucoup dans cette attente, c'est de se dire déjà, voilà, il y a un vrai désir de sa part de raconter quelque chose. Et alors, racontez-nous quand vous avez reçu les premiers textes de cette saison 3. J'imagine que ça commence par une discussion. Comment on retrouve... Alors, Thomas, c'est un processus long. Vous avez donc envie de retrouver une idée, puis vous vous mettez à écrire, etc. Pour le comédien, à quel moment on découvre à nouveau son personnage ? Et pour cette saison 3 en particulier, vous vous souvenez de comment vous avez accueilli la proposition de cette saison 3 ?
Oui, avec gourmandise. Quand tu m'as dit je t'envoie les textes. En plus, moi, j'ai un problème avec les scénarios, les textes. Je suis assez maniaque, assez taré. Mais vraiment, c'est maladif. Et j'ai une passion avec le texte. Je me dis, tiens, il y a tel et tel enjeu à défendre, de découvrir un univers. Et il nous a envoyé tous le scénario à peu près au même moment. Et c'est vrai que les premiers épisodes étaient déjà très, très prenants, très différents. Aussi de la saison 1, de la saison 2. Je trouve que c'est aussi un metteur en scène qui se renouvelle dans son style, que ce soit en réalisation ou aussi dans les formats. Différent comment? Ben, je trouvais qu'il y avait quelque chose moi qui me plaisait énormément. C'était quand je parlais d'un cinéaste qui regarde aussi son temps. Je voyais il y a pas longtemps, je regardais Ken Loach qui disait j'aime pas le terme cinéaste militant. Parce qu'en fait, il dit je suis juste un cinéaste qui regarde mon temps, qui s'intéresse. Et j'avais l'impression, malheureusement, qu'il y avait une corrélation très forte entre l'actualité donc de l'hôpital, mais même des services publics, d'une société, d'un bateau qui coule, de quelque chose où les gens tout dépend encore beaucoup de la volonté humaine pour que ça tienne. Et c'est vrai que j'étais très, très touché sur ce départ de saison 3. Notamment par le rythme qui est donné dans cette première saison, enfin sur ce premier épisode avec Allison, ce que ça raconte aussi de détresse. Il y a quelque chose qui me touchait beaucoup dans son écriture, c'est que il pourrait jouer d'un cliché. Et il va en faire un contre-cliché, parce que je m'explique. Allison, je vais spolier l'épisode 1 un peu. Le premier épisode, on peut y aller. Ouais, ça va. C'est pas grave, hein. Il se passe d'autres choses après. Non, est-ce qu'elle se retrouve dans un quartier populaire où les gens attendent les soins. Elle est chez SOS Médecins. Elle arrive déjà après un certain temps. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de soins d'urgence qui viennent. Et les gens attendent depuis 6-7 heures et ça les met forcément dans une précarité émotionnelle. Et j'aimais bien ça, que en fait ce soit que finalement il y a un service d'urgence qui arrive mais qui n'est pas totalement adapté, puis après de nombreuses heures, et que ce dysfonctionnement crée quelque part une tension et une violence, mais que ni chez les uns ni chez les autres il y ait pour autant de sales idées, si ce n'est que en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'était de montrer finalement une institution qui ne marche plus, mais au-delà même de l'hôpital, quand on voit des policiers qui, dans un moment dans la séquence, disent on peut plus assurer la sécurité, quand il y a des pompiers, quand tout le monde, la société civile, essaye de réanimer un jeune. Je trouvais que c'était des images ultra, ultra fortes. Et par le cinéma, même quand, à un moment, il y a un plan de drone, où je suis avec Bouli sur le bord de la route, des soignants au bord de la route. Voilà, ce que ça, en fait, par la mise en scène aussi, tout ce que ça pouvait raconter. Et c'est vrai que dès le premier épisode, il y avait un rythme et une narration très, très, très forte. Non, ce qui est super, bon, Karim il dit toujours beaucoup de bien de moi, donc c'est un peu gênant, mais. Oui, c'est vrai que t'es là. C'est vrai que t'es là. J'avais oublié, moi je me suis lancé. Ça fait plaisir, mais ce qui est très rare, et ce qui est vrai pour les autres comédiens aussi d'Hippocrate, mais on va parler de Karim, et c'est pas juste pour lui renvoyer des louanges, mais ce qui fait là, je vous assure que c'est très rare, c'est-à-dire qu'il vient de parler du personnage d'Allison, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir une affection pour les autres personnages que le sien. C'est pas si fréquent en fait, des comédiens qui ont une capacité de lecture, de voir de se dire ce qu'il a finalement fait rentrer dans la série, c'est de rentrer par un autre personnage que le sien. C'est pas si simple quand on est comédien, je vous l'assure, et c'est pas du tout pour dire du mal des acteurs, c'est tout à fait légitime. Un acteur, il a besoin de lire ce que lui, il va avoir à défendre. Et Karim, il a cette générosité. Et c'est la chance que j'ai, moi, sur Hippocrate, d'avoir des acteurs extrêmement généreux qui s'intéressent beaucoup. Non, mais c'est vrai, Karim, qui s'intéressent beaucoup à l'ensemble du récit, à ce qui se joue pour chacun, quoi. Mais parce qu'on est nourri. C'est formidable. Pardon. Hein. C'est parce que l'œuvre, quand on parle d'œuvre collective, on est nourri. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a souvent une infirmière qui s'appelle Séverine Mollet, qui travaille dans le vrai hôpital juste à côté. Hôpital Robert Ballanger. Exactement. Sous-Bois, et du coup, on ne peut être que dans une démarche collective quand on la voit arriver sur le plateau, qu'elle sort d'une nuit de garde, ou que parfois elle me raconte des choses ultra dramatiques, et que pourtant elle est de bonne humeur et qu'elle nous donne tout. Comment ne pas avoir une vision collective ? Alors justement, en parlant de vision collective, on va regarder un petit extrait qui illustre cette vision collective. Très bien. Et on en parle après. Et tout cela une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Rachid. Ouais. Dorothée. Ça va. Il y a tout le monde ? Ouais. Docteur Simoni. Merci.
On se retrouve ce matin dans une situation extrêmement tendue localement avec l'arrêt de SOS Médecins. Ça concerne le 93, 95 et 77, donc Seine-Saint-Denis, Val d'Oise et Seine-et-Marne. En tout cas, maintenant, la question, c'est de savoir comment on fait. Est-ce qu'on a les moyens de faire face? Excusez-moi, il est même pas 9 h, on a déjà presque plus de brancards. Sans parler qu'il y a au moins 20 patients qui attendent à l'accueil, on fait comment? 18 exactement. Oui, 18, 20, 30, 40, 50, ok. Moi, ce que je sais, c'est qu'à midi, les couloirs seront blindés. Oui, et on est 4 idéaux au lieu de 8 ce matin. 5. Non, 4. Marie-Rose, Rachid, Dorothée et moi, ça fait 4. Oui, et avec moi, ça fait 5. Voilà, vous êtes 5. Enfin, t'es 4 de santé, Martine. Bah, je suis 4 de santé, j'étais IDE avant, c'est bon, je peux faire le boulot, je me rappelle un petit peu. Merci. De toute façon, on n'a pas assez de lits d'aval, il y a trop de lits qui sont fermés là à l'hôpital. Ah oui, le problème, c'est que nous, en médecine interne, on a beaucoup de lits fermés administrativement, on n'a pas les effectifs pour ouvrir. Avec le mode estival, on a 42% de fermeture administrative pour être précis. En réa, c'est pareil. Mais je pense que demain, tout va rentrer dans l'ordre. Le trop-plein va se lisser sur la semaine. Bah, si on veut lisser, c'est plus raisonnable d'ouvrir cette nuit. Moi, je suis dispo. Moi aussi, je peux enchaîner. Ah, nous, avec l'arrêt des SOS Médecins, on est là aussi. Mais non, on rouvre pas la nuit. On n'a pas les effectifs. Nous aussi, on est en mode estival. On a compris. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut rouvrir les urgences cette nuit? Sans lit, sans personnel, ça me semble compliqué. Donc on ferme à 20 h comme prévu, on change rien. On favorise les retours à domicile et on oriente sur les autres hôpitaux. C'est clair pour tout le monde. Très bien. Ok. Merci. Avec le bordel que vous avez foutu, vous allez pouvoir prendre des blouses et filer un coup de main. On va gérer le trop-plein. Administrativement, c'est autorisé de se faire aider? C'est autorisé, oui. Parfait. Merci. À tous. Merci. Allez. C'est un bilan complet. Oui, oui, il s'en occupe. Moi, j'ai besoin que toi, par contre, tu... Normalement, ça coupe là. Normalement, l'épisode est voilà. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit, wow, l'extrait est très long. Moi, je vais rebondir sur l'extrait. C'est la première scène de groupe de la saison 3, c'est le début de l'épisode 2. Ces scènes qu'on retrouve régulièrement dans ce poste de soins. Ce qui était intéressant dans cette séquence, il y a plusieurs choses pour vous raconter un peu. Alors d'une part, il faut lancer l'intrigue sur la fermeture ou pas, réouverture ou non de ce service des urgences la nuit, et puis recaractériser chacun des personnages, parce que mine de rien, ils se recaractérisent tous, avec Chloé qui est frondeuse, avec Alison Hugo qui a envie de revenir filer un coup de main, avec Arben qui est là, toujours prêt à aider. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il faut savoir que toute cette trame-là, elle est écrite, mais tout ce qui finalement fait aussi le sel un peu de la séquence, comme dans toutes ces scènes de groupe, c'est aussi ce moment où entre infirmiers, ils discutent de combien ils sont, et puis il y a Martine qui dit bah non, on est 5, moi j'en fais partie aussi, etc. Il faut savoir que tout ça, c'est pas écrit. Alors c'est pas de l'impro, mais moi à chaque fois j'ai un challenge avant ces séquences-là, c'est que souvent je les ai pas écrites dans le détail, parce que d'une part je sais pas au moment de l'écriture quels seront les acteurs qui seront présents, parce que bon, bah, ils peuvent pas, parfois ils ont des emplois du temps qu'on n'arrive pas à regrouper tout le monde, mais en revanche quand je sais qu'ils sont là, je m'attache toujours à ce qu'ils aient tous quelque chose à jouer, un dialogue, une situation. Et donc souvent, c'est le matin de l'écriture ou pendant qu'on tourne la scène que les idées viennent. Je dis bah en fait ce que tu vas dire Martine, c'est un truc, et puis toi tu vas dire ça, et Rachid qui est joué par Oussama Kedam, bah tu pourrais faire une intervention à ce moment-là. Et c'est comme ça que finalement, d'une scène qui pourrait paraître à l'écriture un petit peu informative, et ce qu'elle est derrière, il y a des informations quand même d'intrigue à faire passer. Progressivement, j'essaie avec les comédiens d'amener de la vie, d'amener du quotidien, d'amener des choses un petit peu plus inutiles en quelque sorte à la narration, mais qui font que d'un seul coup la séquence existe et prend cher. Donc je pense que c'est ce que ça m'évoque en fait quand je revois cette séquence-là. Alors, je voudrais en profiter, vous le sous-entendiez Karim, pour parler quand même un instant, même si après on va parler essentiellement de votre travail, comment vous collaborez, etc. Quand même dire un mot de la portée politique d'Hippocrate, de ce que ça dit. Karim, vous en parliez. Comment on en parle justement? On ne fait pas un spot politique, on parlait de Quelle Notch avant. Quel est selon vous le bon équilibre entre le message et l'histoire? Mais ça m'intéresse pour l'acteur aussi, parce qu'en tant qu'acteur, comment on l'intègre le message? Moi je crois pas au message.
C'est horrible, hein. Les messages, je trouve qu'il y a les emails, il y a la poste, il y a tout un tas de trucs qui marchent mieux que le cinéma. Mais, par contre, j'aime bien l'idée de cinéaste, c'est pour ça que je disais qui interroge son temps, qui s'intéresse. Quand on parlait d'un réal un peu... Et bon, c'est gênant parce que tu es là et je me rends compte, du coup, je vais essayer de dire le réalisateur et pas Thomas, comme ça fait une distinction. Mais d'un réal investi, c'est que, par exemple, après la saison 2, quand il y a une interruption pendant le Covid, c'est fort quand même. C'est-à-dire qu'on a un réal qui, tout d'un coup, non seulement veut donner un coup de main à l'hôpital, dans lequel, qui est collé à notre studio ou à notre plateau. Et du coup, il y a une connexion, j'ai l'impression, toujours chez Thomas, au réel, à quelque chose de l'ordre de s'intéresser vraiment aux personnes et de... Peut-être qu'il y a un état des lieux dans Hippocrate que je trouve intéressant. Peut-être qu'il y a parfois de l'anticipation, ou peut-être que de toute façon, par essence, ce qu'on filme, généralement, c'est politique ou c'est marqueur d'une époque. Et en ça, je trouve qu'Hippocrate, ce que j'aime bien, c'est que c'est pour moi aussi romanesque, c'est aussi des destins de personnages, et que de ne pas ignorer une société, par contre, ça pour moi, c'est super. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vraiment, c'est ce qui me plaît beaucoup dans Hippocrate, c'est que c'est aussi... ça regarde sa société de manière globale, d'ailleurs, pas que dans le milieu hospitalier. Il y a plein de choses qui sont valables même quand on aborde la question du service public. Et j'aime bien que ce soit pas justement surligné et que ce soit juste là, dans des intrigues, et qu'on n'ignore pas une société, que l'hôpital entre guillemets dans le 93 ressemble à un hôpital du 93, que les histoires d'amour entre les personnages ne soient pas les thématiques centrales d'une série hospitalière. Moi, c'est des choses qui me plaisent, qui me bouleversent, quoi. Et Arben, dans ce cadre-là, comment est-ce que votre personnage, selon vous, il regarde la société quand vous l'avez découvert et quand vous le redécouvrez? Est-ce que lui, dans sa sensibilité, dans sa façon de travailler, dans qui il est, ses origines, sa place dans le système hospitalier, vous le regardez comment? Il y avait quelque chose qui me touchait, moi, chez le personnage, c'est un drôle de parcours, quand même, sur les 3 saisons. Et c'est sur ce côté illégitime, sa complexité, et aussi comme quelqu'un qui a une relation viscérale à la médecine. Et ça, c'est des choses que j'aimais énormément. Je trouve qu'aussi c'est un personnage d'action, presque entêté, qui cherche toujours à savoir. J'aimais beaucoup, par exemple, sur le process de médecine que j'ai découvert grâce à Thomas, il y a presque comme quelque chose de l'ordre de l'enquête médicale, est vraiment quelqu'un comme une sorte de moine et de passionné, avec une relation fiévreuse et viscérale à son métier. Et en ça, peut-être que ça ressemblait de très loin à quelque chose, en tant que comédien, quand on aime ce métier d'acteur, où il y a des relations que je trouvais, et des ponts très forts, et puis ce sentiment d'illégitime, et ce mystère qu'il a me touchait. Et je trouve que c'est pas... En plus, il a toujours une distance assez belle, je trouve. C'est quelqu'un de très pudique et qui juge pas sa société, qui a pas ce recul-là, qui est déjà au cœur du soin, qui a le désir de soigner. Et d'ailleurs, dans cette saison 3, pour l'ensemble, que ce soit Louise, pour Bouli, enfin tous les acteurs, ils se posent la question à un moment de quand on est empêché de faire son métier, les souffrances que ça provoque, et comment... Est-ce que quand une société va mal, on doit parfois pas désobéir ou pas pour essayer d'y arriver, quoi. Thomas, sur cet équilibre entre message et art, Ouais, c'est compliqué. Mais je rejoins Karim. À aucun moment, en tout cas, essayons de revenir à du concret de la fabrication. Je pense que jamais on s'est dit ouais, là, faut qu'on dénonce, faut qu'on dise un truc là-dessus. Tu te rends compte ce qu'on est en train de dire, c'est fort. On est en train de dire que. Mais jamais, quoi. Mais même, ça pourrait paraître, peut-être ça va vous paraître. Candide de notre part, mais à aucun moment on se la pose cette question, et au tout début, ça nous échappe, en fait. À la naissance de la saison 3, quand vous avez l'idée de dire ok, est-ce qu'on va parler de désobéissance, par exemple, là il y a pas une réflexion? Si, moi un petit peu, mais en fait pas dans le sens, pas d'une manière militante ou politisée. C'est-à-dire que
Moi, la question que je sais qu'il faut un thème pour cette saison 3 parce que j'ai commencé à fonctionner comme ça pour Hippocrate. Sur la saison 1, je m'étais dit, bon, c'est le thème de la responsabilité. Sur la saison 2, de la souffrance au travail. Bon, puis on a été rattrapé par le Covid, ce qui finalement a fait qu'on était encore plus dans l'époque que prévu. Et puis la saison 3, oui, j'ai eu cette idée de la désobéissance, mais au fond, de façon très concrète, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe vu qu'on manque de moyens, il n'y a plus assez de place à l'hôpital pour accueillir tout le monde, on le sait. S'il y a à un moment donné des gens qui veulent continuer à bien faire leur travail, est-ce que la solution, c'est peut-être en effet la piraterie, quoi. La piraterie, donc la désobéissance. Mais une fois ça dit, on passe à l'histoire. À de l'ultra concret, ouais. Alors comment on fait, dans quel endroit on peut les mettre, en se souciant de soucis de crédibilité, en sachant très bien qu'on est dans de la fiction, donc ça pose la question de est-ce que c'est pas trop, est-ce qu'on va pas trop loin, et peut-être qu'on va trop loin, et tant pis, et puis peut-être que de toute façon l'avenir nous dira qu'on va nous rattraper et montrera qu'on n'était pas si loin que ça en fait, mais malheureusement. Mais en tout cas, on se pose pas cette question de dénoncer. Ce qui est pour moi par contre de l'ordre du message, peut-être, et qui est peut-être le plus volontariste, et qui fait finalement un peu l'ADN d'Hippocrate, c'est surtout le traitement des personnages principaux, qui sont héroïques, qui sont une version positive de moi, en fait, pour être honnête. Très positive. Ils sont tous un peu moi, mais si j'avais que des qualités, et en faisant abstraction de mes énormes défauts. Et c'est en ça que c'est vraiment de la fiction, parce que les héros d'Hippocrate sont devenus un peu des super-héros. Et des super-héros d'une forme de quotidien, quoi. Et c'est ça qui guide Hippocrate, c'est de toujours se dire, c'est toujours ce traitement de bienveillance qu'il y a vis-à-vis des personnages, et que je demande aux acteurs vis-à-vis de leurs personnages, et qui font que finalement Hippocrate est une série qui avance très peu sur le conflit, en tout cas le conflit entre personnages principaux. C'est pas une série où c'est les conflits entre personnages qui vont faire évoluer l'intrigue, mais c'est c'est l'antagonisme extérieur, c'est l'adversité qui vient du système, ou de l'extérieur, ou du système hospitalier, ou qui va créer les obstacles. Mais eux, ils sont soudés, et ce qui les réunit, c'est leur envie de faire le bien, si on s'arrêtait aussi à l'idée à la métaphore du super-héros, où c'est leur envie de bien faire leur métier, quoi, et de soigner les gens. Et c'est vraiment ce qui réunit les personnages d'Hippocrate, et je pense que c'est le message le plus fictionnel, parce que malheureusement la vie est pas toujours comme ça, mais qui est l'ADN profond d'Hippocrate. C'est se dire, il y a des gens, et je sais qu'ils existent, et c'est ces deux dont j'ai envie de parler, c'est ces soignants, ces hommes et ces femmes, à l'hôpital, mais dans toutes les strates de la société, ils existent. Au-delà de l'hôpital, il se trouve que moi, mon arène, c'est l'hôpital, qui sont là et qui sont engagés parce qu'ils ont des convictions pour faire le mieux possible les choses pour aider les autres, quoi. Et là, il se trouve que c'est le soin. Et ça, je crois que c'est ça qui est vraiment en fait au cœur de mon travail dans Hippocrate. En parlant d'engagés, on va remonter le temps et on va parler de comment on travaille, puisque vous êtes là tous les deux, entre scénariste, réalisateur et comédien. Et on va commencer par le commencement en parlant d'engagés. Voyons une petite vidéo. C'est de l'autre côté la morgue, ici c'est la médecine légale. Non, c'est juste que je connais pas la cause du décès, donc je voulais savoir si vous pouviez faire une autopsie, s'il vous plaît. C'est ton premier semestre? Ouais. Donc pour faire une autopsie, il faut l'autorisation de la famille, tu l'as? On n'a pas besoin d'autopsie, là, il y a une cause de décès évidente. 94 ans, insuffisance cardiaque en phase terminale. Donc, le cœur s'est arrêté. C'est pas ma faute? Non. C'est pas moi qui l'ai tué? Pas à ce pouvoir, non. Bon, allez, faut être humble un peu. Ça va bien se passer. La morgue, c'est par là. D'accord? Merci. Tu me laisses travailler? Merci. Bon courage, hein. Non, pareil, là l'extrait continue alors qu'on aurait dû l'arrêter. Voilà.
a vivement un tout petit problème technique. Non, pas de souci. Bon, voilà, vous avez peut-être compris, c'est les tout premiers essais. Parce que Karim, bien qu'il soit un immense acteur, a quand même accepté de passer des essais pour ce personnage d'Arben. Donc ça, c'était la naissance d'Arben dans la cuisine de la directrice de casting. On savait même pas si la série existerait un jour. Et il y avait des blouses blanches quand même. Bah, peut-être de boucher. Une blouse de boucher, ouais. Je pense que c'était une blouse de boucher qu'on avait réussi à récupérer. Et non, bah, c'était hyper, quoi. Moi, j'ai tout de suite su que c'était Arben. Alors, depuis, le personnage, il a un petit peu évolué, mais il y a déjà là, quoi. Franchement, c'est déjà Arben. Hein. Et cette scène, elle existe dans la saison 1 à peu près, quoi. Elle ressemble à ça. La voix qu'on entend, c'est la directrice de casting. Et le personnage qu'elle joue, elle, c'est Alison, que jouera Alice Belaïdi plus tard. Mais Karim a été un des tout premiers comédiens castés sur la série. Une des premières certitudes, en tout cas. Et ça a été... c'est toujours émouvant, ça date de, je pense, 2016. Ça a 8 ans, 9 ans peut-être presque, hein, ces essais. Et on ne savait pas qu'à l'époque, il y aurait trois saisons d'Hippocrate, on ne l'imaginait pas du tout. Hein. Karim, à ce moment-là, si vous vous en souvenez, quel regard vous portiez sur le projet, sur votre personnage? Et puis Thomas, qu'est-ce que vous cherchiez? En gros, comment ça se passe, une rencontre? Alors peut-être que vous allez me dire que c'est exactement pareil sur un film. Moi, j'ai toujours la certitude de me dire, même si on a dit, voilà, on fait une saison, puis on verra plus tard, que quelque part dans une zone du cerveau, ça doit dire, ok, ça peut être une relation longue, parce qu'une série télé, ça peut être long. On y pense à un moment ou à un autre? Oui. Moi, dès le départ, en fait, c'était d'ailleurs une crainte sur la liberté, sur comment pouvoir s'impliquer dans l'écriture, sur comment discuter, parce que j'ai un problème avec l'objet scénaristique. Et j'avais envie d'être dans le même boulot que je connaissais avant, c'est-à-dire celui aussi du long métrage et d'un dialogue permanent autour de l'écriture, d'un dialogue sur le rôle. Et j'ai passé ces essais. Après, j'ai moi une petite, en toute honnêteté, crainte, mais parce que je connaissais pas Thomas, de pas pouvoir m'investir un peu dans les textes, sur le plateau, sur la vitesse aussi d'exécution, sur qu'est-ce qu'on allait fabriquer, puisqu'on n'avait pas encore tout quand on passait les essais, notamment tout le schéma. Et puis je suis content parce que des fois, il y a un truc où j'ai failli refuser, vraiment de façon bête, le rôle, parce que ça aurait été pour moi une erreur, parce que c'est un rôle pour lequel j'ai beaucoup aujourd'hui d'affection. Et vraiment, artistiquement, c'est quelque chose que j'aime faire, vraiment Hippocrate. Mais c'est vrai que moi, je me suis posé la question justement de l'engagement, des textes, de qu'est-ce qu'on allait fabriquer. J'avais pas envie d'être sur un processus de plusieurs saisons, forcément. J'avais envie qu'on interroge, mais comme je crois qu'à chaque fois on le fait, aujourd'hui, c'est presque un rapport inversé. C'est moi qui lui dis, ouais, alors, il n'y a pas une saison 3 alors qu'au début, je lui dis, non, pas plus d'une saison. Puis après, bah, saison 2 maximum. Ça se trouve, il y a un truc assez ridicule là-dedans, des fois, de la part d'un acteur. Mais ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je reviens à ça, c'est comment il construit sa série et quelle exigence il a au plateau. Vraiment, je fais aucune différence avec le long métrage et je crois que c'est assez rare en série même d'avoir quelqu'un qui est là de A à Z, de l'écriture à la réalisation, en passant par le montage, et d'avoir un tel gars qui s'investit avec une telle puissance, une telle volonté aussi de se raconter, de raconter ses personnages. Comment on rassure le comédien déjà, pourquoi on le choisit et comment on le rassure pour pas qu'il s'en aille? Alors pourquoi on le choisit, c'est mystérieux. On le choisit parce qu'on l'a vu dans des... Moi à l'époque, Karim, je l'avais vu dans des films, je le trouvais formidable. Après je le vois en essai, j'aime sa personnalité, j'aime ce qu'il dégage. Je me dis qu'on peut y croire en médecin d'origine albanaise, alors qu'il n'est pas du tout d'origine albanaise, quoi. Voilà, c'est des trucs qu'on se raconte, quoi. On se dit ça... Je ris pas mon public albanais. C'est vrai qu'il a un petit public albanais, quoi, qu'il faut protéger un peu. Et il parle quelques mots d'albanais maintenant, Karim. Et donc voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont un peu impalpables. Moi, je me raconte pas du tout que ça va, que 8 ans ou 9 ans plus tard, on sera ici à en parler.
Je réalise pas du tout. Je me dis, bon, voilà, c'est ce qui va se passer dans l'année pour moi, c'est tourner cette série. J'imagine pas qu'il va y avoir une suite. En fait, je me pose pas du tout la question. Puis après, comment on convainc c'est vrai que Karim a eu des doutes à un moment donné, avant le tournage de la saison 1. On a essayé de parler, quoi. J'ai essayé de lui dire, de le rassurer. Je lui ai dit, et puis surtout de le rassurer en lui disant, tu sais, si vraiment tu doutes trop, c'est pas grave, quoi. Il y a d'autres, va faire autre chose. Et puis je trouverai quelqu'un d'autre, quoi. J'ai pas essayé non plus de. Nous, on adore le foot avec Karim, et c'est vrai que on peut faire l'analogie, c'est-à-dire. On peut pas forcer à un acteur on peut pas forcer un joueur de foot s'il a envie de changer de club, il change de club en fait au final. Et c'est pareil pour un acteur, on peut pas le forcer à faire un rôle s'il n'y croit pas. Et à un moment donné, j'ai dû lui donner assez de croyance en le personnage. Mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit et je trouve intéressant de le raconter par rapport au temps et parce que c'est lié aussi à la confiance qu'on a les uns aux autres. Sur cette saison 3, aussi mystérieux que ça puisse paraître, en fait, on l'a pas tourné en 90 jours. On a tourné 90 jours, mais on l'a tourné en 2 fois 45 jours. Et en fait, Canal+, il n'y a pas que les spectateurs qui mettent la pression pour avoir les épisodes plus rapidement, il y a aussi le diffuseur. Canal+, c'est vrai que 3 ans et demi, je leur avais promis qu'il y aurait 2 ans entre les 2 saisons, et je leur ai promis que s'il y a une saison 4, il y aurait 2 ans entre la saison 3 et la saison 4. Bon, ça, j'y crois pas beaucoup, mais on leur répétera pas, j'espère qu'ils ne sont pas dans la salle. Mais il se trouve que bon, il y a eu plein d'événements qui font qu'on j'ai eu du mal à lancer l'écriture de la saison 3. Et puis quand j'ai commencé à lancer l'écriture de la saison 3, j'ai dit si, c'est bon, on va tourner. Et puis en fait, j'arrivais pas à écrire les 6 épisodes. J'ai réussi à en écrire 3. Et Canal+ nous fait tellement confiance qu'on leur a dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va d'abord tourner 3 épisodes. Puis on va s'arrêter pendant quasiment 6 mois. Je vais écrire pendant ces 6 mois-là les 3 suivants, donc le 4, 5, 6. Et puis on les tournera après. Et ils nous ont dit, ok, on vous fait confiance. Et la vérité, c'est que j'avais 3 épisodes. Je ne savais absolument pas ce qui se passait dans le 4, le 5 et le 6. Donc la saison 3, si vous l'avez vue ou si vous êtes amené à la voir, sachez que quand arrive la fin de l'épisode 3, moi, créateur, réalisateur, et les acteurs n'ont aucune idée de ce qui va se jouer dans l'épisode 4. Et l'épisode 4, qui est singulier d'ailleurs, puisque c'est un épisode un petit peu à part dans cette saison 3, il y a ceux qui adorent l'épisode 4, il y a ceux qui détestent l'épisode 4. C'est vraiment, ça divise, c'est marrant. Mais Karim, puisqu'il est le personnage principal de cet épisode 4, n'a aucune idée de ce qu'il attend quand il tourne la fin de l'épisode 3. Donc c'est vrai qu'on s'est mis en danger et on est obligé de tous se faire confiance. Moi, le premier, d'essayer de me faire confiance à moi-même. Mais donc il y a aussi cette idée que finalement, Hippocrate avance aussi un peu au fil de l'eau, quoi. Parce que j'ai toujours, et je ne vais pas plus loin, Pierre, je te laisse reprendre la parole, mais j'ai toujours cette idée. Longtemps, j'ai cru que parce que pour moi, Hippocrate, c'est les personnages. C'est avant tout les personnages. C'est pour ça que c'est avant les messages, etc. Ce sont l'histoire des personnages. Et longtemps, j'ai pensé, finalement, les personnages, Arben, Chloé, Alison, Hugo, ils m'appartiennent en quelque sorte. C'est moi qui les fais vivre. Puis très vite, j'ai dit non, arrêtez, t'es pas Dieu. Et donc, j'ai pensé qu'ils appartenaient aux spectateurs. Et je disais souvent, de toute façon, c'est pas moi qui décide si ça doit continuer, c'est les spectateurs. Donc, très vite, j'ai compris que ça, non, les spectateurs, ça leur appartient pas plus. Donc, je pensais que ça appartenait aux acteurs. Alors maintenant, je suis arrivé à un stade mégalomaniaque bien supérieur, c'est que je pense sincèrement qu'ils appartiennent à eux-mêmes, quoi. Moi, je suis convaincu qu'Arben est quelque part aujourd'hui, que Chloé est en train de faire quelque chose. Et en fait, c'est ça que moi qui me porte, c'est qu'ils existent en fait, ils sont de mon point de vue. Donc, quand on me pose la question de la saison 4, par exemple, c'est pas un problème pour moi parce que la saison 4, peut-être qu'elle n'existera jamais, mais si elle existe, elle viendra juste rejoindre, re-rencontrer Arben, Chloé, Alison, Hugo et les autres là où ils en sont actuellement, certainement en train de faire du soin, quoi. J'allais reprendre la parole, mais comme vous mentionnez l'épisode 4, je peux pas m'empêcher de passer le troisième extrait que je voulais vous montrer. Et c'est pas grave, on parlera plus longtemps après le 3e extrait, mais il est justement tiré de l'épisode 4. Donc regardons cet extrait-là et on continue la discussion après. Otago.
Y a quelqu'un? Alison, Hugo! Qu'est-ce qui se passe? Docteur? Oh putain. Y a un problème? Non, rien de grave. La porte s'est refermée, j'ai pas mon téléphone. Je vais trouver une solution. Je reviens. Excusez-moi, essayez de vous rendormir. Tout est fermé, il y a des grilles partout. Vous avez pas un téléphone? Si, mais j'ai plus de batterie, moi. Pas de chargeur? Non, j'ai pas pris de chargeur avec moi. Bon, ouais, il nous reste plus qu'à attendre que la relève arrive. Le docteur Wagner devrait pas tarder. Je me mets dans le couloir. Si vous avez besoin, vous m'appelez. Ok. Avec une maison médicale, les gars. Ah non? Ouais, y a beaucoup de choses à dire. On peut parler des pitchs 2 secondes quand même. Non, parce que les pitchs, faut savoir, au départ, c'est une petite blague gounette qui vient pas de moi d'ailleurs. Hein. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui est une des autrices avec qui je travaillais sur la saison 1, qui avait eu cette idée de pitch et pour Arben. Et puis, je crois que Karim, il a bien aimé l'idée. Hein. Je crois que c'est une idée que j'ai particulièrement appréciée, ouais, qui a perduré dans le temps. Si j'avais su, peut-être que... Parce qu'après, ça a toujours été une négociation. Dans chaque séquence, maintenant, Karim, et pratiquement dans chaque séquence, en tout cas quand le personnage d'Arben est un peu seul, il me dit « Ouais, il pourrait manger un pitch. » Et moi, c'est vrai que c'est des négociations entre nous. Et oui. Donc, faut savoir que souvent, dans les rushs, dans toutes les séquences, il y a au moins une prise où le personnage mange un pitch. Et je lui dis, on l'a fait, comme ça on a qui mange un pitch. Et après, moi, je doserai au montage. On pourrait lui faire manger un pitch quasiment dans chaque séquence. Mais oui, mais c'est ce qui est beau. Ça nourrit le personnage. Ça s'appelle nourrir son personnage de façon très concrète. Ils vont finir par en faire une pub, hein, méfiez-vous. Et en plus, c'était difficile parce que c'est que la pitch, ça le spectateur le sait pas, mais chocolat. Oui, chocolat, mais sinon le pitch fraise n'a aucun sens pour moi. Depuis très longtemps. Pardon s'il y a des défenseurs de pitch fraise, mais j'ai jamais compris. Mais en plus, moi je me rappelle qu'à la première saison, effectivement, il y avait un truc de tout le monde fumait sa cigarette. Il y avait ce pitch, et finalement, comme aussi au-delà de l'aspect un peu trivial et gourmand pour le personnage, il y avait aussi l'idée d'un personnage qui cache beaucoup de choses et qui cache notamment une nervosité de quelqu'un qui est tout le temps à bout et qui mange de façon presque compulsive pour essayer de... Et il y a cette façon de l'ouvrir aussi, ce pape. Enfin, il y a quand même ça, un truc. il faut rendre à César ce qui est à César. Apparemment, j'étais pas le seul à manger des pitchs dans ma jeunesse ou faire des choses, parce que ça vient de lui, cette façon d'ouvrir le pitch. Et, mais en tout cas, pour le personnage, on aimait bien que ça raconte aussi une forme de
à la fois sur le stress, l'angoisse, c'est quelque chose pour lui, comme on irait fumer une clope de façon obsessionnelle et de façon de garder et de gérer son stress au quotidien. Et c'est vrai que le sucre dans le sang permet de tenir sur la durée. Et alors, avant l'ouverture du pitch, il y a quand même 3 minutes d'une Oui, scène. pardon. Non, mais... C'est très bien qu'on arrête. Ça en dit long, ça en dit long. Mais la scène elle-même, parce que bon, là voilà, on a un exercice de style, hein, il n'y a pas de dialogue ou presque, enfin il y en a très très peu. Et puis quelque chose, un jeu avec l'espace, et puis toute une symbolique, puisque c'est le moment où l'extincteur se tombe et la porte se referme. Quelque chose qu'on redoutait depuis l'ouverture de l'hôpital californien. Thomas, c'est quoi l'idée de ce piège qui se referme en quelque sorte? Hippocrate a toujours travaillé un peu à mes dépens, parce que malgré moi, sans en avoir conscience, une des thématiques ultra présentes d'Hippocrate, c'est quand même l'enfermement. L'hôpital comme lieu dans lequel finalement on se retrouve enfermé dans nos peurs, enfermé pour le malade qui peut pas partir de lui-même, pour les médecins qui finalement finissent par, ou les soignants par y passer tout leur temps, et plus les épisodes avancent depuis la saison 1, moins l'extérieur existe et moins l'extra professionnel existe dans Hippocrate. On s'enferme progressivement. Dans la saison 2, il y a ce fameux caisson hyperbar, pour ceux qui ont vu la saison 2, dans lequel Hugo s'enferme. Donc vraiment, on ne peut pas en sortir. Et ça revient tout le temps, cette idée-là. C'est aussi la présence importante de la maladie mentale dans les cas cliniques qu'on peut retrouver. Et il y en a encore dans cette saison 3, de cas cliniques de la pathologie psychiatrique, qui est aussi une forme d'enfermement. Tout ça, ça revient beaucoup. Et donc, évidemment, là, c'est l'hôpital California, une forme de... comme une métaphore d'une sorte de cercueil géant, quoi, dans lequel on s'enferme au point de pouvoir s'y enterrer vivant d'une certaine manière. C'est ce qui arrive à Arben. Donc je crois que c'était cette symbolique-là qui me plaît, mais je ne l'ai pas travaillé. Je me suis pas dit, ah là là, génial, j'ai une symbolique. Moi, ça m'échappe complètement quand je le fais. C'est a posteriori que je l'analyse. En le faisant, j'ai pas besoin d'attendre que la série sorte pour m'en rendre compte, mais en le faisant, je me dis, ah ouais, en fait, c'est ça que ça raconte. Et comme je sais que ça raconte ça, c'est ce qui va me donner aussi la suite, puisque j'écris un peu au fur et à mesure. Bon, on va pas raconter l'épisode 6, mais dans l'épisode 6, il y a aussi une symbolique autour de l'enterrement, etc., avec une fête d'internat, et tout prend sens, mais de façon un peu malgré moi, quoi, au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est vrai que cette symbolique a été importante, mais cet épisode 4, il a été aussi nourri par plein d'autres éléments, et comme on est là pour raconter un peu l'envers du décor, donc pour ceux qui ont vu l'épisode 4, c'est un épisode qui se passe un peu en huis clos, qui se passe le temps d'une nuit dans cet hôpital californien dans lequel Arben s'enferme, même si on va suivre les autres personnages aussi dans leur tribulation pendant la nuit, mais il n'y a pas de figuration, il n'y a quasiment pas de personnages dans cet épisode, parce qu'il y avait aussi un souci économique de faire un épisode moins cher, parce qu'on commençait à avoir moins d'argent pour cette deuxième partie, et au lieu de se dire on va faire des économies sur l'ensemble des 3 épisodes, on s'est dit on va faire des économies d'échelle sur cet épisode en particulier, pour avoir de l'argent pour faire le 5 et le 6. Donc c'est comme ça aussi qu'il y a eu cette décision. Donc c'est plein d'éléments qui arrivent quand on fait une série, qui vont impacter sur des décisions artistiques. Et cet épisode 4, c'est de loin des 6 épisodes, celui... Alors comme je vous le disais, c'est un épisode qui est clivant de fait, puisqu'il est différent dans la narration. Donc il y a des gens qui l'aiment énormément. C'est un des épisodes les mieux notés de la saison. Et puis je sais, j'ai eu des messages de gens... j'ai adoré la saison 3, mais alors vraiment l'épisode 4, je ne suis pas du tout été dedans. Pourquoi ? Je pense parce qu'il change les codes de narration d'Hippocrate, et donc ça peut déstabiliser. Et en même temps, c'est ça je pense, qui nous a beaucoup excités. Mais ce qui est très drôle, c'est que c'est de loin l'épisode, si je vous projetais ce soir certaines versions de montage de cet épisode, le plus catastrophique. Et ce serait la fin de la carrière. Est-ce qu'on est obligé de te dire maintenant ? Et ça serait la fin de ma carrière, parce que quand on fait un épisode où on demande à un acteur quasiment muet de faire des trucs, d'essayer d'ouvrir des fenêtres, de taper dans une porte, on a tout essayé. Il y a des moments où il tambourine pendant des plombs sur la porte. Et on a fait... À monter, c'est un enfer, parce qu'on peut vraiment tout faire et tout raconter et aller d'un extrême à l'autre. Moi, j'ai le sentiment qu'on a atteint le bon équilibre, et moi, j'aime énormément l'épisode. Mais c'est complexe.
Karim, racontez-nous ce temps-là, parce que alors, on a commencé cette discussion en parlant justement de l'accélération, de la tension, du stress. Là, on est dans l'opposé absolu de l'ouverture de la saison, qui est très tendue. C'est une autre forme de tension. En tant qu'acteur, on l'approche comment, ce genre de choses-là? Parce que après, on va parler un peu, j'y tiens, des dialogues, de la répétition des prises, de quelque chose, de chercher une forme de lâcher prise. Là, comment on joue ça, quoi? Eh ben, au départ, quand j'ai lu, j'étais content parce que je me dis qu'il y avait des choses à jouer. Et pour le coup, il y avait des choses différentes que j'avais pas explorées avec Arben. Et je trouvais que, d'ailleurs, dans cette saison, il y a des épisodes, le 1, le 4, le 6, qui prennent des risques et qui sont pas dans une répétition de ce qu'on avait fait, même dans le 2 et dans le 1. Et en ça, j'aimais bien le risque qu'on allait prendre. Ça, c'était sur le papier. Et vient le premier jour de tournage. Et là, je me dis, waouh, il va falloir qu'on construise, parce qu'en plus, avec l'équipe, de façon resserrée, un épisode où on va devoir se faire confiance, parce qu'il a raison. Moi, quand je lis une des dernières didascalies, je crois, de l'épisode, l'homme qui fait un cri de chien-loup, etc., sur le papier, c'est génial. Mais quand vous devez le faire, je pense qu'il y a des prises où effectivement c'est fin de carrière, mais sur plusieurs générations. C'est-à-dire que c'est toute une lignée après qui ne pourra plus jamais faire ce métier. Et je pense qu'il y a des choses mais très très gênantes. Mais en même temps, c'est ça qui est passionnant. Quand vous arrivez sur un plateau, des fois c'est aussi c'est stimulant d'avoir un peu peur, de se dire on ne sait pas exactement où on va aller. On a eu un grand débat parce que moi, il y avait une petite fenêtre que j'ai vue tout au fond où je reste persuadé que mon personnage, malgré quelques pitchs en trop, aurait pu essayer d'y aller. Vous avez vu l'épisode 4, à un moment donné, il casse une lucarne. Karim est convaincu qu'il passe. Moi, je vous le dis. Oui, mais jusqu'à maintenant, mais bon. Je sais qu'il passe pas. Lui, oui, mais si, dans l'urgence. Mais bon, après, ça, on va pas débattre de ça. J'avais réglé le problème. On s'est même promis un jour d'aller sur le décor et de le faire. Voir s'il passait ou pas. Mais j'y compte bien. Mais je tiens que c'est bien. Comme ça, on le fait devant témoin. Non, et puis, mais en tout cas, voilà, il y avait plein de choses stimulantes. Et puis, il y avait quelque chose que j'aimais aussi beaucoup. C'est le dysfonctionnement. À quoi ça tient? En fait, cet épisode, il tient aussi à un dysfonctionnement entre les personnages. Quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui ne se réveille pas, quelqu'un dont le portable n'a plus de batterie. Enfin, il y a plein de petits dysfonctionnements et comment le petit dysfonctionnement peut amener à un grand dysfonctionnement dans l'hôpital. Et avec presque quelque chose de l'ordre de Kafka, que moi j'adorais dans cet épisode, complètement. Mais pas de façon incarnée, ça veut dire physique. J'ai eu de la chance de jouer avec parce qu'on parle souvent de nos personnages, mais aussi il y a un soin qui est particulier qui est apporté aux malades. Et là, d'avoir des acteurs vraiment très forts. Je voyais Moussa Cissé, qui est un jeune acteur de court-métrage qui envoie beaucoup dans l'épisode. Et je trouve que ce qui était en fait génial, c'était tout d'un coup, le décor, parce qu'on l'a presque tourné en continu, je dirais sur 5-6 jours, enfin, j'ai l'impression qu'on l'a vraiment tourné en continu. Il y avait quelque chose de très, à vivre, très anxiogène, très, très fort, où on devait tous se donner à fond pour essayer de faire vivre à la fois ces codes presque de genre, d'horreur, et j'aimais bien la prise de risque, mais ça me faisait très peur. Et c'est vraiment là, pour le coup, la relation de confiance entre un metteur en scène et un acteur pour pouvoir tenter des choses absolument ridicules, et c'est pas grave, mais pour essayer de trouver une justesse à ça. Parlons justement de trouver la justesse et de votre soin, Thomas, de prendre le temps justement de faire beaucoup de prises. Vous en parlez régulièrement, vos comédiens aussi, de cette spécificité. On dit souvent que les séries, il faut tourner assez vite, qu'on n'a pas énormément de prises. Vous ne vous mettez pas cet obstacle-là. Donc moi, je voulais savoir pour vous, pourquoi, et pour les comédiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on épuise quelque chose, qu'on essore quelque chose, qu'on va chercher autre chose. Ça m'intéresse d'avoir votre réflexion partagée sur, en gros, la limite jusqu'à laquelle on peut pousser la recherche d'une forme de... Je ne sais pas si perfection c'est le bon mot, c'est sans doute l'inverse d'ailleurs. Non, il y a plein de choses, en fait, c'est complexe. C'est vrai que je fais beaucoup de prises. Je tourne énormément. Alors déjà, il y a un petit
quiproquo dans cette idée de beaucoup de prises, parce qu'en fait, je fais pas souvent tout le temps la même chose, en fait. C'est-à-dire que la mise en scène, elle évolue beaucoup. Il y a des idées qui me viennent ou qui viennent aux acteurs. On se laisse l'idée qui a priori ce qui doit toujours se passer sur un plateau, et ce qui se passe souvent, hein, c'est pas du tout unique chez moi, c'est que le plateau est un lieu de recherche. Donc on cherche, en fait, avec les acteurs, on cherche. Moi, j'en sais rien. Quand Karim dit à la fin de l'épisode 4, il faut que je fasse le cri, que je crie le chien loup, bah, on n'en sait rien de ce qu'il faut faire en réalité. Est-ce que il doit crier, pas crier, tomber par terre, rester debout et donc on cherche, donc on fait 3 prises, hein, où il fait le chien loup, on se regarde, on se dit bon, c'est entre eux, c'est génial et c'est totalement ridicule, donc on se dit bon, faut peut-être qu'on tente autre chose, donc après il fait autre chose, moi je fais moi-même le chien loup pour lui montrer que c'est possible, parce que j'essaie de lui dire, quitte à être ridicule, bah, je vais te montrer que moi j'ai pas peur de l'être, non mais c'est vrai, on le fait tous, et donc on donne cet exemple-là pour dire qu'on va faire 10, 15, 20 prises, mais c'est pas 15 fois la même chose jusqu'à ce que l'acteur qui serait pas très doué arrive à faire un truc un peu bien. Non, c'est que à chaque fois on prend un risque supplémentaire, on se fourvoie, on revient en arrière, on se dit bah finalement en fait c'est parce que la caméra l'a pas mis au bon endroit, c'est parce qu'il faut se mettre ailleurs, ou c'est pas dans le couloir mais il faut se mettre dans la chambre. Donc en fait c'est ça qui fait que il y a beaucoup de prises. Ça c'est pour la partie positive, celle où on se dit ouais, eux ils travaillent bien. Et puis il y a ma petite folie, hein, c'est non mais c'est vrai, j'en ai conscience et je travaille dessus. C'est insatisfaction permanente, c'est-à-dire la journée avance et puis le réalisateur il est là dans ses obsessions, allez on en refait une, et il y a ce moment où je le sais, l'équipe se regarde et se dit mais en fait qu'est-ce qu'ils cherchent encore là? Et je le sais parce que mes producteurs dont je suis très proche ont pu passer beaucoup de temps avec moi sur le plateau sur cette saison 3, ce qui était le moins le cas parfois, et eux-mêmes parfois m'ont dit mais en fait on ne sait plus très bien ce que tu cherches, est-ce que toi-même tu le sais? Non, j'avoue que je le sais plus, et c'est ce petit moment de folie où j'ai là un peu d'addiction en fait, hein, d'addiction à l'idée qui va en continuant, il va peut-être se produire un truc, je sais pas quoi, mais ce petit moment de grâce que j'espère. Voilà, et puis il y a un principe de réalité, c'est la nuit tombe, on peut plus tourner, tout le monde est épuisé, et puis on vient voir en disant là Thomas, je crois qu'il faut les gens veulent rentrer chez eux en fait, et on arrête, et avec cette petite insatisfaction permanente pour moi en fin de journée, donc heureusement qu'il y a des gens qui m'arrêtent, parce qu'il y a cette petite folie qui s'empare de moi, ouais. Et on la vit comment cette petite folie quand on est de l'autre côté? Le problème, c'est que c'est une entreprise de folie collective. C'est-à-dire que quand on est acteur, c'est plutôt quand même très plaisant d'avoir des prises, d'avoir du temps, d'avoir un espace de recherche. C'est toujours très stimulant. Alors, il y a les côtés très positifs. Après, il y a des côtés un peu plus négatifs. Je pense que les scènes dont on se méfie le plus, c'est quand il n'y a pas grand-chose. Et on sait qu'on va avoir ce qu'on appelle, nous, du blabla médical qui va arriver instantanément. Allez, improvisation, tu dis ça, toi tu dis ça. Forcément, les termes là peuvent être un peu plus complexes à digérer, mais plus sérieusement, je dirais que c'est quand même assez génial quand on est acteur de pouvoir s'investir, d'avoir un espace de recherche. Ce qui est très frustrant, c'est plus le contraire. C'est pour ça que je parlais tout d'un coup d'avoir la chance de fabriquer presque comme un long métrage, mais parce qu'il y a un engagement de tout le monde, des acteurs, des techniciens, des producteurs, et que tout le monde met en place quand même ce temps d'espace de recherche. Donc moi je dirais que c'est quelque chose au contraire de très, très plaisant, et moi j'aime, pour vous dire que la folie ne s'arrête pas là. Parce que c'est que des fois, il y a des acteurs qui peuvent lui envoyer un SMS ou on s'en reparle le lendemain, on lui dit mais cette scène-là, Thomas, t'es vraiment sûr? Et donc j'imagine que pour un réal, c'est entretenir sa folie. Disons qu'il n'est pas seul dans cette folie et qu'on est très, très investi par ça. C'est pour ça que le moment où on fait ça, on ne peut faire que ça. Donc j'imagine que vous, avec tous les essais différents, toutes les prises différentes, vous n'avez aucune idée de ce qui va sortir, de ce que Thomas va garder à la fin. La série, vous la regardez où? Vous avez 32 versions possibles dans votre tête? On découvre, oui, bien sûr, on découvre. Mais après, ce qui est chouette, des fois, moi, je dirais que c'est même pas le résultat, c'est le chemin. Le chemin de la création, le comment, tout d'un coup, sur une prise, quand il parle... Alors, des fois, il n'existe jamais cette chose qui va se produire sur une dernière prise. Mais des fois, ça existe. Je me rappelle d'une scène, je crois que c'est sur la saison 1, où on avait été pas bon.
Mais j'ai l'impression que collectivement, Thomas y compris, les acteurs y compris, ou Thomas, alors que tout le monde a dit ok, c'est bon, normalement ça n'existe pas en production, il a dit ben, on refait la scène, on est ressorti du déjeuner, il a dit on refait cette scène, ça me va pas. Et moi j'aime cette passion, en fait je trouve que c'est des métiers qui sont tellement passionnants et troublants que je dirais que ce chemin de recherche de création, d'espace de création, pour moi, il est hyper important, il est hyper jouissif. Vraiment, et ça, que ce soit pour Alice, Zachary, Bouli, Louise, il y a un espace où on se dit, à chaque fois qu'on y va, ben, c'est comme un long métrage, il y a quelque chose de précieux. Et un temps précieux. C'est précieux. Non, pardon. Parfois, oui. Il faut vachement relativiser, et c'est quand même intéressant, c'est... Pour l'anecdote, donc il y a des épisodes qui ont été coécrits, même sur cette saison 3, les 2 premiers, je les ai coécrits, avec Marie Arnaud, qui est une super scénariste. Et l'épisode, je crois que c'était sur l'épisode 2, par exemple, l'épisode 2, elle a écrit avec moi une première version. Et puis ensuite, j'ai écrit seul une V2, une V3, une V4, une V5. Ça, c'est le scénario. Puis après, on a été en tournage. On a complètement réenvisagé les choses, le travail de recherche qu'on fait sur le plateau. Puis après, ça a été en montage. Et puis, l'épisode a été terminé, et puis Marie Arnaud a découvert l'épisode 1 et 2. Et puis, à la fin de la projection, elle m'a dit bah, finalement, c'est très très proche de la première version du scénario. Et donc, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que, alors que si on prenait vraiment le papier, non, c'est très différent. Et pourtant, le sentiment qu'elle a eu, et qui est légitime, et je pense qu'elle est totalement sincère, c'est que c'est très proche. Parce que c'est ça qui est formidable, c'est que c'est à la fois très proche, et en même temps, c'est très différent. Et ça pourrait paraître que tout le travail qu'on a fait était totalement inutile. Et en fait, c'est là qu'est peut-être toute la différence, quoi. Voilà, c'est quelque chose d'impalpable. Et pour moi, c'est très frustrant, parce que j'ai envie de lui dire, mais non, mais t'imagines pas, j'ai écrit au moins 4 versions après de scénario, puis j'ai bossé des heures avec les acteurs, puis des heures en montage. Et en même temps, c'est aussi elle qui a raison. Bah, au final, tout ça pour raconter ce qui était déjà là au tout début, finalement. Mais quand même, quand on parle de mise en scène, quand je parlais même du travail de la technique, je vais penser à la première assistante, aux assistants de réalisation, à la caméra. Par exemple, les mouvements d'arrière-plan, moi j'y suis sensible. Je trouve que dans Hippocrate, il se passe des choses en arrière-plan. C'est pas une figuration si classique. On l'a vu dans la première scène. Complètement. Et d'ailleurs, il y a des scènes où ça va même très loin. On découvre presque des acteurs. On se dit, waouh, c'est un super acteur. Et on lui donne une interaction. Et tout d'un coup, il se passe des choses qui jaillissent. Voilà. Et tout ça, c'est un vrai boulot. Je veux dire, le papier, c'est une chose. Mais à un moment de donner vie à ces mouvements aussi d'arrière-plan, de mise en scène et tout, je trouve que c'est un gros boulot. C'est pour ça que je parle d'un engagement presque total à la fois de l'équipe technique, du chef-op, du réal, de la production, mais que c'est un vrai boulot assez rare, je trouve, sur cet arrière-plan-là. Parce que ce sont les mêmes équipes qui font tout avec nous depuis le début de la saison 1. Hein. On a les assistants réalisateurs, les chefs opérateurs, quoi, à la caméra, à la déco, au costume, partout. À chaque chef de poste sont les mêmes depuis le début et font tout le tournage, ce qui est, je pense, un cas vraiment, pour le coup, je pense pas qu'il y ait d'autres exemples en série. En tout cas, ouais, on est chanceux. Par exemple, quand on parlait de l'épisode 4, moi, je discutais beaucoup avec Olivia sur, c'est bête, mais sur la dégradation physique. La chef maquilleuse. La chef maquilleuse. Là, je devenais très intime, je commence à sortir les prénoms. Mais c'est comment, voilà, eux aussi, ils sont les garants du rôle. Eux aussi, il y a un vrai dialogue qu'on a en long métrage, en fait, assez habituellement. En parlant d'arrière-plan et de mouvement à l'arrière, je voulais parler d'une dernière chose avec vous avant de laisser la parole à la salle. C'est le cadre lui-même, l'hôpital où vous tournez. Ça aussi, c'est particulier. Vous êtes vraiment inclus dans cet hôpital Ballanger de Sevran, Aulnay-sous-Bois. Avec le recul, avec ces plusieurs années, avec le Covid, avec les 3 saisons, l'un et l'autre, comment est-ce que vous regardez ce décor, je mets des guillemets, parce qu'il y a effectivement un décor, il y a des gens qui travaillent sur le décor d'Hippocrate pour en faire un décor de série, mais il y a aussi l'hôpital, le vrai hôpital dans lequel vous êtes, et ça, c'est quand même très particulier. Bah, ce qui est très... Franchement, là, moi, j'ai 2 images qui, pour moi, résument les choses. C'est que quand même, tous les matins, on va bosser à l'hôpital. Et quand on va tourner, en fait, on va bosser à l'hôpital.
et ça change tout en fait. On croise évidemment des malades, mais surtout des soignants. On leur pique, on a des conflits sur les places de parking, voilà. Donc on est des vrais collègues. Quand on en arrive à avoir des conflits sur les places de parking, c'est qu'on est vraiment collègues avec les soignants. On a tout à fait conscience que nous on soigne personne, mais mine de rien, tous les jours, le fait d'arriver à l'hôpital, de venir tôt à l'hôpital, de partir dans les derniers parce que nos amplitudes horaires sont importantes également, ça nous crée un lien avec eux. Et puis le deuxième truc que je raconte souvent, qui est plus pour l'anecdote, mais qui a été vraiment important pour moi, quand même pendant le Covid, quand le tournage s'est arrêté et que j'ai décidé de retourner travailler aux urgences de l'hôpital Ballanger dans lequel on tournait, c'est vrai que ça a été quand même une mise en abîme très émouvante pour moi et j'en tire aucune gloire, hein. Je l'ai fait à titre personnel parce que c'était important pour moi de le faire et que c'était important, que c'était intéressant, mais surtout je suis arrivé à l'hôpital et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'affaires et pour aller bosser aux urgences, et je suis allé prendre le stéthoscope d'Arben Bacha dans la blouse d'Arben Bacha dans le décor pour aller travailler. Et donc j'ai travaillé pendant 3 semaines avec son stéthoscope. Et donc là, pour moi, d'un seul coup, tout se réunissait et ça a été... Là, c'est intime ce que je dis, mais c'est la grande question de façon de mon parcours professionnel, puisque je suis médecin, je suis docteur en médecine, qui ne pratique plus depuis plusieurs années, mais cette difficulté que j'ai à essayer de réunir en permanence et mon travail de cinéaste, de réalisateur, de scénariste et mon métier de médecin, d'un seul coup, je crois que le Covid, il m'a aidé à me réconcilier un peu avec l'idée que j'étais pas juste un réalisateur pour les médecins et un médecin pour les réalisateurs, mais que j'étais un réalisateur parmi les réalisateurs et aussi un médecin parmi les médecins. Et même à le dire là, c'est pas encore gagné. Je me rends compte que ça sonne un peu faux, mais c'est tout mon travail personnel, il est beaucoup nourri par ça, hein, mon problème de légitimité dans ces deux mondes. Karim, être un faux médecin parmi les vrais médecins, ça fait quoi et est-ce qu'on s'en nourrit? Est-ce qu'on apprend aussi? Oui, on apprend. C'est un boulot fantastique acteur, parce que a priori, il y a des moments où on se prend tellement au jeu qu'on pense savoir faire. Et que moi, par exemple, les relations à l'endoscopie, d'avoir un endoscope, je pense que je suis capable de faire une endoscopie, ce qui est quand même assez troublant, alors que c'est des images qui ont été préenregistrées, on se balade dans l'organisme, mais en fait, la compréhension par exemple du joystick, parce qu'il y avait quelque chose où il y a des moments où on pense avoir une compétence dans le raisonnement. C'est troublant quand on parle de folie à un moment. C'est dangereux même. Oui, c'est vrai que c'est dangereux. Des fois, je suis à la limite quand je me balade dans un train, si j'entends, est-ce qu'il y a un docteur qui... J'ai envie d'arriver. Dire voilà, je te mets en PLS, le pouls, etc. Et puis après de me dire, bon, et c'est où les lignes de texte à un moment? Et donc je m'abstiens. Mais on se découvre, hein. Je pense que quand il y a eu le Covid, il y avait beaucoup de médecins tout d'un coup. Puis pour reparler plus sérieusement, encore une fois, c'est comment on est nourri. Moi, je parlais de Séverine, par exemple, qui est avec nous souvent. Avec moi, mon personnage, on est souvent ensemble depuis la saison 2. Et c'est quelqu'un qui... je sais pas, vous transmet, ne serait-ce que parce qu'elle fait au quotidien, ce qu'elle ramène en vérité de jeu aussi. Parce que vous apprenez aussi des gens qui... parce qu'il y a beaucoup aussi de soignants qui viennent soit derrière la caméra quand Thomas ne maîtrise pas exactement le procédé pour avoir quelqu'un qui nous guide, ou soit d'avoir des gens avec qui on a des interactions. Vous apprenez sur une vérité de jeu aussi en tant qu'acteur. Par exemple, Séverine, moi je me souviens quand je l'ai découvert, dans la saison 2, elle fait un truc où... Elle récupère un bloc et elle le personnalise et elle en fait quelque chose d'ultra fort, avec une autorité vraiment propre à sa profession, mais qu'elle prend en charge et où elle devient vraiment actrice. Et les choses qui nous déposent en nous, ça permet aussi d'être très humble. Je veux dire, quand on travaille avec quelqu'un qui vient de faire une nuit de garde et qui enchaîne sur Hippocrate, ou qui va enchaîner avec l'hôpital et qui vous raconte sa journée et qui est très dynamique sur le plateau, ça vous rend très humble et ça vous charge aussi d'une responsabilité et d'un affect assez singulier à la fois pour le lieu. D'ailleurs, le décor, moi je le vis presque comme un personnage. J'ai même plus l'impression que c'est un décor, j'ai l'impression qu'il est vivant, ce décor, qu'il y a été patiné, qu'il s'y est passé plein de choses. Et c'est là où c'est très troublant, c'est qu'il arrive parfois en mise en scène à vous mettre dans des endroits où je vous dis à un moment, vous pensez faire, vous pensez être. Et d'ailleurs, s'il y a des gens un jour qui ont un problème dans la salle, vous pouvez venir me voir, je sculpte. Je viens de la médecine légale, donc si vous venez me voir, ce sera douteux. Mais voilà, plus sérieusement,
ouais, le lien, je dirais, avec les soignants qu'on a dans la série, ça nous responsabilise. J'ai l'impression que tout d'un coup, le Covid, c'était étrange de revenir après sur le décor. Je veux dire, c'était hyper fort. Je me dis, quand on voyait les gens applaudir, il y avait quelque chose. Bien sûr, là, c'est pas nous qu'on applaudissait, là, on n'est pas schizo. Et puis tout d'un coup, quand ils nous racontent après, quelques années après, les considérations et de comment ils sont vécus, le manque de moyens, etc., que ça leur parle, en fait, qu'il y ait quelque chose de l'accès aux soins qui leur parle, des difficultés qui leur parlent. En tout cas, on est chargé peut-être un peu plus d'une responsabilité à faire, à essayer d'être exigeant dans la création des rôles pour quelque part aussi les défendre, leur rendre hommage et puis aussi faire vivre les personnages. On va passer le micro dans la salle. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Donc il y a un micro, levez la main et on vous amènera le micro. On a une vingtaine de minutes devant nous pour que ce soit à vous de prendre la parole. Commençons au premier rang, monsieur. Merci. Bonjour, je m'appelle Moussa Amadou, je suis professeur de chirurgie à l'hôpital Cochin en orthopédie. Il doit y avoir, je me permets, docteur, juste question, est-ce qu'il y a d'autres soignants dans la salle, juste pour avoir une petite idée? Voilà. Ouais, il y en a quelques-uns. Très bien, monsieur. Multiplié par 2, hein, parce qu'en général, il y a toujours qui lève pas la main quand. Y a-t-il un médecin dans... Je vais commencer par remercier monsieur Lilti parce que voilà, les médecins hospitaliers vous sont reconnaissants d'avoir fait cette série. Je vais rassurer monsieur Lesclous. Vous avez l'impression d'être médecin. Moi, régulièrement, je vous engueule. Pas vous, tellement, mais Hugo, les internes là, qui sont pas top, je les engueule régulièrement. Je suis content que ce soit pas moi. Non, vous êtes. Vous faites preuve d'autorité. Vous êtes fort dans la série. Il est très très fort. Hugo, Alison, ça se discute. Je vais défendre mes collègues, ils ont beaucoup progressé. Absolument. Il y a une évolution fantastique. Absolument. Hugo est un très bon médecin dans cette saison 3 et Alison aussi. Alors il y en a une que j'engueule jamais, c'est Chloé, pour des raisons personnelles, mais bon, je ne détaillerai pas. Ça n'a pas de détails. On veut pas savoir. Pas d'affect, pas de vie privée entre nous. Donc c'est pas une série militante, soi-disant. Cependant, ce que vous montrez, c'est vraiment la réalité de nos difficultés tous les jours. Les médecins étrangers à l'hôpital, c'est très 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 important, surtout en périphérie, un peu moins intramuros dans les CHU, mais ça commence à arriver aussi. Le rôle de l'administration, incroyable, tip-top, et enfin tel qu'elle est montrée, c'est la réalité. Et puis, merci quoi, voilà. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup le témoignage de votre part, merci. Ah si, dernier truc, le chef de service, je ne suis pas chef de service, donc je peux me permettre de parler des chefs de service. Madame Wagner, le professeur Wagner, qui est très proche de l'administration, on la déteste. On l'adore, nous. Oui. Non, mais on a bien compris. Bonjour, bonsoir. J'ai une question un peu technique. Est-ce que je sais que vous avez sauté par la fenêtre, je le sais, parce que je l'ai vu que vous avez sauté par la fenêtre et vous avez couru. Pourquoi vous ne l'avez pas gardé? Est-ce que c'est justement cette question de et pourquoi à la fin de l'épisode 4 on reste comme ça, c'est-à-dire qu'il y a le cri et puis on attend l'épisode 5 la semaine suivante en se disant mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et là l'épisode 5 ça commence, ils sont là, ils se regardent tous et on se dit bah merde alors, pourquoi on n'a pas vu ce qui s'est passé après, sachant que c'est quand même, j'ai l'impression, un peu l'ADN depuis le début où vous nous mettez très mal. C'est-à-dire qu'on commence la saison 3, on est vraiment mal pour Alison, on termine la saison 6, on est mal pour voilà, l'épisode 6, pardon, oui, la saison 6. Faut pas dire la fin. On va pas dire, on est très mal, on est mal, quoi. L'épisode 4, on est mal, pour Arben, on est mal. Et c'est super d'être mal, mais je veux dire, pourquoi vous n'avez pas poussé le truc? Est-ce que c'est budgétaire, genre en mode on n'a pas de sous, ou plus parce que vous, au montage, vous êtes dit finalement, sauter par la fenêtre,
c'était peut-être pas la bonne idée. Alors c'est marrant, c'est technique hein, en effet, parce que c'est précis. Déjà, cette histoire de sauter par la fenêtre, pourquoi vous dites qu'il a sauté par la fenêtre? Je sais qu'il a sauté par la fenêtre et qu'il court. Oui, mais pourquoi? Comment vous savez ça? Parce que moi j'étais derrière et je marchais. Voilà, bon, c'est aucun intérêt. La figuration. Tout à fait, voilà. Donc non, mais c'est marrant parce que c'est. Et je me suis dit, je vais le voir courir, on va me voir derrière. J'avais dit toute ma mif. Non, mais voilà, bon, c'est marrant. On peut répondre. Vous avez fantasmé quelque chose. Il a réellement sauté par la fenêtre et il a couru. Mais rien à voir avec l'épisode 4. Ah, je croyais que c'était en rapport. Rien à voir. C'est une autre fenêtre. Il était dans sa chambre de garde. Le personnage d'Arben sautait par la fenêtre, courait pour s'enfuir de l'hôpital. Et c'est une sous-intrigue qui a été supprimée en effet de la saison 3. Pardon. Rien à voir. En plus, il avait pas la même tenue. Parce que ça, c'est pas la même fenêtre. D'accord. Ça, c'est une grande fenêtre. Celle-là, il passe. Ça, je te permets pas. Et il y a ça, la je te permets petite pas. fenêtre. Alors ça, c'est dégueulasse. Donc cette fenêtre-là, il passe. D'accord. Avec difficulté, ce qui laisse présager de la petite fenêtre. Non, ça a été coupé, donc en fait, ça n'a rien à voir. Ah. Et par contre, vous levez un sujet important. Oui, l'ellipse entre l'épisode 4 et l'épisode 5, qui est une vraie ellipse assumée, qui est une ellipse d'écriture, donc c'est pas manque d'économie. En plus, quand j'ai dit il y a des problèmes économiques, on pleure pas, hein, on est une série plutôt bien financée. Il se trouve qu'il y a quand même quand on a de l'argent, on n'en a jamais assez, et parfois faut faire des arbitrages. C'était le choix de cet épisode 4. Mais non, là, l'ellipse, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un parti pris dans cet épisode 4, fallait en sortir quoi. L'idée c'est fallait quand même continuer à avancer, on n'allait pas faire du temps réel jusqu'à la fin de la série. Donc moi je pensais que j'avais à peu près tout raconté sur l'idée de l'enfermement. On a fini par le libérer dans l'ellipse. Et maintenant c'est c'est quoi les conséquences de se rendre compte que l'épisode 4, ce que ça raconte, c'est que cette désobéissance et cet hôpital clandestin, ça ne peut pas fonctionner. Ça, et de toute façon, ils vont à leur perte. C'est ça qui est pour moi atroce dans ce qu'on fait vivre, et c'est là la métaphore de ce que vivent les soignants à l'hôpital, selon moi, c'est que de toute façon, ils ont face à eux que des mauvaises solutions. Qu'ils fassent dans le système ou en dehors du système, ça finit mal de toute manière. Et cet épisode 4, c'est le premier grand signal d'alarme que ce qu'ils sont en train de faire va les mener d'une certaine manière à leur perte, ou du moins à remettre en question ce qu'ils ont mis en place. Donc il fallait avancer quoi. Pour moi, c'est pas tellement de résoudre le problème du manque d'oxygène, etc., mais de résoudre la problématique de cet hôpital californien. Question suivante. Nous avons Madame tout au bout. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Karim? Non, c'est que c'était pour rejoindre Thomas aussi. C'est traiter l'ellipse. Finalement, on voit les patients de cet hôpital ramenés et que c'était peut-être pas le temps le plus intéressant. Et d'un coup, c'était plus d'avoir ce débat dans l'équipe autour de quelque chose qui ne marche pas, qui était plus intéressant, et de montrer ça en termes de narration, que du faussement soit spectaculaire ou un soin qui aurait pas ramené quelque chose de plus, je crois, à la série en termes d'écriture. Voilà. Et merci d'avoir noté que j'avais sauté par une fenêtre. Ça n'a pas été gardé d'avoir fait de la figuration, mais il faudra qu'on donne les scénarios à lire aux figurants maintenant, parce que sinon ça fait des confusions. Bonsoir. J'ai 3 petites questions. Une première qui... Si vous pouvez essayer d'en faire qu'une, qu'il y a d'autres mains qui sont levées. Très bref. Dans les 2 premiers épisodes, les 2 premières saisons, il y a à chaque fois une chanson populaire qui faisait sens par rapport au lien avec la vie, le collectif. Elle m'a manqué, là. Je l'attendais. 2, le couloir hospice, je fais rapide quand même. Le couloir hospice qui est un peu un point aveugle, parce qu'avant le Californien, en fait, il y a ce couloir des indigents, avec Janton, et en fait, on n'en parle jamais. Voilà. Donc c'est pas une vraie question, mais j'aimerais que vous en parliez. Et 4, personne ne me convaincra que l'épisode 4 n'est pas un cauchemar. J'en ai parlé des heures avec les amis qui ont vu le même temps que moi, et j'ai tout un scénario là-dessus. J'ai vu tous les signes, voilà, et je n'arrive pas à en sortir. Ah ouais, bah, bien sûr. C'est du David Lynch. On peut faire très vite. La chanson populaire, j'ai rien à dire. Il faut justement surprendre. Moi, je trouve qu'il y a une chanson populaire dans la saison 3 qui est dans l'épisode 6 et qui est La marche funèbre, qui est quand même quelque chose de très populaire. Je pense qu'on la connaît tous, on peut quasiment tous la chantonner. Donc c'était le parti pris. Voilà, la chanson populaire, c'est La marche funèbre.
Deuxième chose, l'hospice, je suis qu'à moitié d'accord avec vous, c'est un petit peu vrai, dans le sens où bon, bah, c'est un point aveugle qu'au finalement on est obligé un peu d'oublier, mais qui est un peu le point de départ de cette idée qui germe de pouvoir faire, de rentrer en clandestinité, parce que ce qui est très important pour moi, c'est qu'il y a un personnage qui est déjà dans la clandestinité au départ de la saison 3, c'est le personnage de Chloé, qui n'a plus rien à perdre, et alors elle a déjà fait son truc dans son coin, elle, le système, on a compris qu'il y a bien longtemps qu'elle n'en attend plus grand-chose, à tort ou à raison, mais ce qui finalement aussi la rend relativement attachante. Mais il n'est pas totalement oublié parce qu'en fait il revient par moment, et dans l'épisode 6 on a à nouveau donc les indigents sont toujours là hein, de toute manière, et Moussa y retourne d'ailleurs, personnage de l'épisode 4 qui a le paludisme, donc mais c'est vrai qu'on l'a, voilà, ça, à un moment donné ça a été la décision de ne pas traiter de ce couloir-là. Et puis, votre troisième question sur le cauchemar, bah évidemment que c'est un cauchemar. J'en sais strictement rien. Je crois qu'on n'a pas la réponse et chacun se raconte ce qu'il veut. Mais, vous savez, moi, quand la série est sortie, il y a beaucoup de journalistes qui ont commencé à me parler de cet épisode en me disant la référence au film de zombies, le cauchemar, le David Lynch, etc. Moi, je croyais que j'avais fait un truc maxi réaliste, complètement dans. Et en fait, beaucoup de choses m'échappent. Hein. Et c'est ça qui est peut-être qu'il y a une chance. Moi, je me suis pas dit je vais faire un cauchemar, ou je me suis pas dit je vais faire un film de zombies, ou moi, je crois qu'on l'a fait avec notre intuition sur le moment. Tu me contredis, hein, Karim, et après je vois très bien pourquoi on peut penser que c'est un cauchemar, ou que c'est une hallucination, ou que ça a réellement existé. Tout est possible, bien sûr. Une question tout en haut, il y en a deux même, je crois, après. Oui, je commence. Donc, je suis médecin dans l'hôpital à côté, donc ça m'a pas pris beaucoup de temps de venir ici. Et puis c'est salpêtrière, donc. Voilà. Et bon, d'abord, un grand merci aussi, parce que vous incarnez les médecins hospitaliers, vous leur donnez une incarnation, une existence, à un moment où les soignants, en général, se posent beaucoup de questions en termes de vocation et sont pas loin tous de raccrocher la blouse, en fait. Et je m'intéressais au fait que finalement, vos personnages, ils peuvent ou fuir ou lutter, mais s'ils échouent dans la fuite et dans la lutte, c'est là qu'on devient très malade, comme l'avait montré il y a très longtemps Henri Laborie quand il s'intéressait aux rats et au choc électrique. Donc ça veut dire que c'est extrêmement pessimiste sur ce qui les attend. Ce qui les sauve, c'est la cohésion d'équipe, et ils tiennent là-dessus, et c'est un magnifique collectif. Mais par contre, c'est assez inquiétant. Et je vais vous poser une autre question qui tient au fait qu'actuellement, il y a effectivement un hôpital public à sauver et que tous les moyens ont été essayés jusqu'à présent, tous les moyens sont un échec. Et est-ce que vous pensez que finalement, la clé, c'est pas que les usagers, comme on dit, c'est-à-dire les gens qui auront besoin un jour ou l'autre de l'hôpital, prennent leur destin en main et le défendent? Et s'ils ne le font pas, est-ce que c'est pas parce que tout simplement personne n'a envie de se confronter à la mort, à la souffrance, et que c'est pas très mobilisant d'essayer de défendre un hôpital dont on espère ne jamais avoir besoin? C'est très intéressant comme question. J'ai évidemment pas la réponse, mais de fait même de la formuler et de nous amener à envisager cette pensée, c'est passionnant. On pourrait là philosopher, je pense, pendant des heures et pour s'approcher un peu d'une vérité, mais on va pas y arriver en très peu de temps. En revanche, parce que c'est philosophique finalement ce que vous venez de soulever, mais pour revenir à une chose très concrète, parce que souvent on me pose cette question, quelles sont les solutions pour sauver l'hôpital public français? Bien évidemment que je ne les ai pas, et puis comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été essayées, et puis on n'y arrive pas. Je pense que l'hôpital souffre de plusieurs maux, mais notamment un des maux dont souffre l'hôpital, c'est finalement d'être le reflet aussi de la société dans laquelle il vit, et qu'il y a une paupérisation aussi de la société française, certainement, et des difficultés sociales qui font qu'on demande énormément aussi à l'hôpital, peut-être beaucoup plus encore qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et que c'est de ça dont souffre aussi l'hôpital. C'est que finalement, il est devenu un lieu où se concentrent beaucoup des difficultés de la société. Et
résoudre les problèmes de l'hôpital, c'est aussi profondément résoudre les problèmes structurels de la société dans laquelle on vit, et notamment de régler des problèmes de misère sociale, et que l'hôpital n'arrive pas du tout à... Donc ce n'est pas uniquement la mission de l'hôpital de gérer la misère sociale. Moi, c'est mon point de vue, mais ça répond pas du tout à votre question qui était beaucoup plus philosophique, hein, j'entends bien, et qui me passionne, mais je serais incapable là de répondre en quelques mots. Et quant au pessimisme? Pardon? Quant au pessimisme? Non, moi je suis quelqu'un d'optimiste, c'est ça qui est particulier, c'est que j'ai toujours l'impression que les choses vont s'arranger, mais j'ai conscience, hein, c'est très intéressant sur échouer ou fuir ou quoi, cette dichotomie, elle passionne, mais moi je me rattache quand même toujours à l'idée qu'il y a des hommes et des femmes qui ont un tel sens de l'engagement. C'est ça qui me rend optimiste, c'est que en tout cas dans ma fiction à moi, il y a toujours ce sens de l'engagement, mais j'ai conscience qu'on a tellement tiré sur la corde que c'est le problème, c'est que les soignants quittent l'hôpital aujourd'hui. Ça, c'est un fait. Mais il y a de l'optimisme. Parce que je trouve que même sa façon de montrer une jeunesse, je parle d'Hugo et d'Alison, je ne m'inclus pas bien évidemment dans la jeunesse, mais, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que de montrer cette jeunesse au travail, cette jeunesse volontaire, cette jeunesse en tout cas qu'on côtoie concrètement et qu'on voit tous les jours à l'hôpital, c'est aussi une forme d'optimisme de raconter que, quelles que soient les difficultés, que ça tient encore sur le lien humain et par la volonté des gens. Je trouve qu'il y a dans une vision parfois sombre qui est notre société, c'est pour ça que je parle de cinéastes de notre temps qui filment juste et qui s'intéressent à leurs semblables réellement, et pas que dans des choses ou parfois des endroits privilégiés. Je trouve que ça, c'est une forme aussi d'optimisme, dans le sombre, d'avoir encore ce lien humain, de parler de cette jeunesse au travail, de parler finalement de gens qui font tout pour exercer dans les plus grandes difficultés quand même leur boulot. Et moi, j'avais été marqué sur cet épisode 1 par l'image même de toute une société civile qui essaye de sauver du policier au pompier, à l'infirmier, au médecin, et vraiment en tout cas de ce lien humain qui, je crois, encore fonctionne encore, ou en tout cas où les gens se battent encore pour, et on est dans un pays où il y a encore ça, et je suis encore... moi, c'est ce qui me plaît aussi dans Hippocrate, d'avoir à la fois cette chose ultra difficile qui est la société parfois française qu'on connaît, mais avec aussi ces gens qui font que c'est encore formidable. Et voilà, bravo même aux médecins de l'hôpital public et à tous les gens de l'hôpital public. Quand je parle de fascination, c'est aussi parce que quand on parle avec eux, le don, l'engagement, il est formidable et il est fou. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation et pour votre travail. J'ai une question qui peut peut-être aider les jeunes scénaristes. Donc c'est une question un peu générale sur l'écriture. Quand on écrit, qu'on réalise une série aussi documentée, proche de la réalité, comment est-ce qu'on arrive à peut-être prendre un peu des libertés, se détacher un peu de cette réalité et lâcher prise en quelque sorte? Waouh. Moi, je pense, il y a une déformation professionnelle qui fait que je suis, par rapport au monde de l'hôpital et de la santé en général, je reste quand même toujours très informé. Alors d'une part parce qu'on m'envoie beaucoup d'informations du fait de mon statut, que ce soit mes amis, mon entourage, on me parle de tout ce qui se passe. Moi-même m'y intéresse beaucoup, donc pas en me disant que c'est de la nourriture pour Hippocrate, mais il se trouve que je connais... Que donc ça infuse très profondément en moi, parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et ensuite, quand j'écris, ou que je réfléchis à comment écrire, la seule chose mon seul fil conducteur, c'est le romanesque, en fait. Paradoxalement, c'est la fiction, c'est le romanesque, c'est de raconter des histoires divertissantes, au sens où même si le divertissement il est désagréable, quoi, il peut être violent, mais c'est l'idée de raconter des histoires de fiction. Tout ça infusé par cette connaissance que j'ai et mon analyse, avec ma façon de voir les choses, mais donc je dirais c'est ça qui en fait je m'interdis rien d'un point de vue. C'est tout le paradoxe, c'est qu'on dit toujours, et je suis le premier à le dire, oui, Hippocrate c'est une série ultra réaliste, on est dans la réalité, on a l'impression d'être vraiment dans un hôpital avec vraiment des soignants, etc. Et en même temps,
c'est tellement de la fiction, quoi. Tout est inventé et je m'interdis jamais de rien inventer. Et ce qui peut être déstabilisant parfois, j'aime bien parler de ça, j'en ai déjà parlé avec Pierre, parfois c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette théorie de la vallée de l'étrange, très rapidement. C'est une théorie de chercheurs japonais sur les robots humanoïdes. Vous savez, un robot, on n'a aucun problème avec les robots, nous les êtres humains, à partir du moment où ils ne nous ressemblent pas. Quand ils commencent à ressembler à un être humain, plus il ressemble à un être humain, plus qui va nous faire comprendre que ce n'est pas un vrai être humain, mais que c'est un robot, donc les petites différences avec nous semblent absolument abominables. On a tous déjà vu des images un peu de robots humanoïdes qui ressemblent à des êtres humains. Franchement, c'est atroce, quoi. Ça nous dégoûte presque. C'est la vallée de l'étrange. Plus ils sont proches de nous, plus ça nous est insupportable. Et ben, Hippocrate a ça. C'est-à-dire que Hippocrate, pour certains médecins notamment, ou certains soignants qui connaissent très bien l'hôpital, tout ce qui s'éloigne un peu de la réalité, parce que justement ça veut ressembler beaucoup à la réalité, crée un sentiment parfois de rejet. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, je me bats pour que ça ressemble à la réalité, et pourtant, j'ai totalement conscience que c'est du romanesque et que c'est de la fiction. Et je passe mon temps à osciller entre les deux et à créer ce sentiment un peu déstabilisant. Mais je le fais pas pour déstabiliser, je le fais parce que c'est ma nourriture créatrice. Je la puise là-dedans, en fait, dans cet éternel équilibre entre sensation de réel et romanesque. Merci. On va prendre une dernière question ici, au 3e rang, s'il vous plaît. C'est bon. Pardon, j'ai pas vu. Oui, ici. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour votre série et pour vos œuvres en général. Moi, je sais qu'à titre personnel, ça m'a vraiment découvert une réelle passion pour la médecine, donc je vous remercie beaucoup. L'année prochaine, je vais rentrer en première année, donc voilà. Ah, bravo, merci et puis bon courage. Merci. Je voulais vous demander, dans les premiers épisodes de la saison 3, on voit du coup une mise en abîme, vous en avez un peu parlé. Est-ce que vous avez tiré cette envie de créer cette scène, peut-être d'anecdotes qui vous est arrivée durant le tournage de la saison 1 ou 2 ? Et est-ce que c'est peut-être lié à une impression d'illégitimité de créer cette série dans un milieu actif de réels médecins et voilà. Donc la mise en abîme, pour le préciser, où il y a un tournage d'un film ou d'une série médicale dans le vrai hôpital d'Hippocrate. Ouais, donc c'est vraiment la vraie mise en abîme. Mais ce qui est super, c'est que dans vos questions, mais tous, il y a la réponse en général. Donc, à moi, à part vous paraphraser, tout est dit. Oui, il y a évidemment une façon de dire aussi... En fait, nous, on fait que de la fiction. En fait, on fait qu'une série. On en a conscience. Et donc, à l'intérieur même de mon vrai hôpital, qui ressemble tant à un vrai hôpital, j'ai une façon de dire. En fait, on a conscience qu'on n'est pas qu'on est aussi tout aussi faux que si ça ressemblait pas du tout à un vrai hôpital. Et je crois qu'il y a toujours, oui, cette question qui est en moi de est-ce que je suis légitime, moi? Pourquoi? Parce que j'ai fait des études de médecine, je suis plus légitime qu'un autre à raconter des histoires de médecins? Évidemment que non. Et cette question-là, je me la pose souvent. Et puis finalement, moi, je soigne personne, alors que je passe mon temps à dire qu'on manque de moyens, je passe mon temps à dire qu'on manque de médecins, je passe mon temps à dire quelle catastrophe, les médecins ils quittent l'hôpital public. Mais moi, je suis médecin. Et je fais des séries, et je fais du cinéma, et je passe mon temps à écrire, à travailler avec des comédiens, à être ici à vous parler, alors que je pourrais être à l'hôpital en train de travailler. Aujourd'hui, il vaudrait mieux pas. Mais il y a encore quelques années, je pouvais. Mais donc évidemment, tout ça, on en plaisante ce soir, et je le dis évidemment pour essayer de dédramatiser, mais ça fait partie des questions que je me pose tout le temps, en fait. Et que je ne réglerai jamais complètement, mais c'est ce sentiment d'avoir quand même un peu manqué à mon devoir quelque part. Ouais. Merci beaucoup, merci Karim Leclou, merci Thomas Lilti, merci à vous d'être venus ce soir.